Alors, nous sommes dans la chapelle de Port-Royal de Paris, boulevard de Port-Royal. C'est un endroit un peu mythique pour le jansénisme parce qu'Angélique Arnauld décide à la fin des années 1620 de quitter le monastère où elle est devenue abbesse dans la vallée de Chevreuse pour s'installer à Paris, près du pouvoir royal et dans un lieu où elle va pouvoir médiatiser sa réforme, la réforme catholique qu'elle a entrepris dans son abbaye de la vallée de Chevreuse, et là elle va lui donner une dimension nationale. Alors ils vont découvrir le portrait d'une femme étonnante qui est une abbesse qui est devenue abbesse très jeune. Elle est devenue abbesse à 10 ans. Bien au-dessous de l'âge canonique légal. Une petite fille que sa famille a voulu religieuse alors qu'elle n'avait pas la vocation. Mais une petite fille qui n'a pas pu non plus vraiment sortir de sa condition de religieuse. Elle n'en avait pas les moyens. Mais il y a eu un cheminement intellectuel qui a fait qu'elle a voulu prouver finalement à sa famille qu'elle était capable de faire de grandes choses. Et elle s'est prise en main et à défaut de pouvoir sortir de cette condition de religieuse, elle a décidé de devenir la plus grande abbesse du monde et de faire rayonner sa volonté et sa figure vraiment au-delà même des limites du royaume de France. Alors, comme elle a fondé un mouvement, qui est le jansénisme, sur lequel on peut peut-être revenir, que c'est elle plutôt qui l'a introduit dans le royaume de France et qui a fait qu'il a vraiment, s'est énormément étendu, eh bien, il y a des sources. Alors, je vais d'abord peut-être parler du jansénisme parce que c'est quelque chose qui est finalement assez peu connu, en tout cas tout à fait oublié. Alors c'est une manière très rigoriste de comprendre le monde, la relation à Dieu et la religion, qui a été initiée par un évêque d'Ypres qui s'appelait Jansénius, d'où le terme de jansénisme. C'est une conception qui repose sur une interprétation de saint Augustin, parce qu'à cette époque on parlait beaucoup de saint Augustin, et Jansen a proposé une interprétation de saint Augustin, mais qui est devenue un peu déviante et qui a très vite senti le soufre et était un petit peu sulfureuse, voire hérétique. Et il se trouve que par l'intermédiaire d'un de ses directeurs de conscience, Mère Angélique Arnauld est en contact avec le jansénisme puisqu'elle se met à un moment donné de sa vie sous la direction de Jean du Verger de Oran, abbé de Saint-Cyran, qui est un ami proche de Jansen. Donc elle introduit un peu malgré elle, ou un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans en avoir l'air, et sans le savoir, elle introduit le jansénisme dans sa communauté religieuse, et comme elle est issue d'une famille qui a une grande surface médiatique et une grande surface sociale qui est proche du pouvoir, eh bien tout de suite ça essaime, et c'est en cela qu'elle est considérée de son vivant comme réellement une figure majeure de ce mouvement, si bien que on essaie de conserver ses lettres, et elle en écrit beaucoup, parce qu'elle est directrice de conscience, elle a des religieuses, quelques prêtres qu'elle dirige, ou en tout cas avec qui elle communique des idées sur la religion. Elle est aussi la directrice de conscience de la reine de Pologne de l'époque, parce que la reine de Pologne est française, et elle l'a connue avant son départ en Pologne. Donc on a conservé un certain nombre de ses lettres, pas toutes, mais un certain nombre de ses lettres. Et puis sa nièce, qui devient religieuse et qui lui succédera, ainsi qu'un de ses neveux, lui demande à la fin de sa vie d'écrire ses mémoires. Alors elles ne sont pas très importantes, ces mémoires. Elle s'est assez vite arrêtée de les écrire parce que ça remuait un petit peu trop de choses en elle, et puis qu'elle a été happée par d'autres tâches. Mais ça donne des détails assez précieux, et puis aussi, et c'est pas courant à l'époque, elle s'épanche quand même d'une certaine manière dans ses mémoires, et elle donne ses états d'âme, ses sentiments, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc on a des sources relativement fiables
qu'il faut replacer dans leur contexte, parce que c'est vraiment un contexte très particulier. On sort des guerres de religion. Et c'est un moment où le catholicisme se redéfinit, se retravaille, s'exprime de manière différente. On a pu appeler ça la réforme catholique ou la contre-réforme, mais ça va au-delà. C'est vraiment, surtout en France, où on est vraiment dans un royaume qui a été complètement bouleversé et qui doit se reconstruire. Il y a un vent de liberté finalement qui souffle sur l'Église, et Mère Angélique Arnauld s'engouffre là-dedans. Il faut dire qu'elle a rencontré 3 rois, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Donc elle a vécu très longtemps, presque 70 ans, et c'est une femme donc qui a traversé cette première moitié du XVIIe siècle et a accompagné la réforme catholique, parce que finalement ce qu'elle fait faire à ces religieuses, ça n'est pas autre chose que de se réformer comme d'autres couvents l'ont fait au même moment qu'elle. Mais elle, c'est peut-être la première. On va dire que c'est la première, et surtout elle l'a fait savoir. Donc c'est devenu un peu le personnage emblématique d'une réforme catholique qui est en train de se déployer dans tout le royaume de France. Et c'est ça qui est assez extraordinaire chez elle. Alors, le personnage en lui-même qui n'est pas du tout connu finalement, alors parce que de biographes, il n'y en a pas eu énormément, je dois dire que je dois être la seconde peut-être, voire sûrement, ou la troisième. On s'y est peu attelé parce que finalement, alors qu'il y a quand même des sources, c'est pas facile de retracer sa vie, et moi je me suis lancé un défi, c'était d'essayer de savoir ce qu'elle avait fait année par année. Et donc il faut faire un petit travail de fourmi pour essayer de recoller toutes les sources et de rendre compte finalement de sa vie étape par étape. Et là je me suis aperçue de quelque chose que je ne mesurais pas du tout et que je n'avais jamais lu, c'est qu'elle est devenue janséniste très tardivement. Elle est devenue janséniste, elle est à 48 ans, enfin à peu près à la cinquantaine. Et de 0 à 50 ans, pratiquement, elle est une abbesse réformatrice extrêmement connue. Elle va réformer plusieurs couvents, c'est-à-dire que sa manière de faire, finalement, qui n'est pas du tout théorisée, c'est une manière extrêmement pratique, mais elle est efficace, et donc des évêques l'appellent un peu partout pour aller réformer des couvents. Alors elle y reste 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire un petit peu plus dans un cas que les lecteurs découvriront dans mon livre, parce qu'il est assez romanesque, on va dire, et donc c'est une très très grande abbesse qui un jour et assez tardivement rencontre l'abbé de Saint-Cyran, et là va basculer dans le jansénisme. Et ça c'est quand même assez frappant. Et le jansénisme, c'est une manière finalement de concevoir une réforme catholique un peu jusqu'au boutiste, qui n'a pas abouti parce que elle a été rejetée par les pouvoirs en place. Voilà. Mais elle aurait pu aboutir. Donc voilà ce qui m'a fascinée. Et puis je vais quand même ajouter, je suis absolument fascinée par la famille Arnauld, Angélique Arnauld. C'est une famille qui est là encore peu connue parce que c'est pas la famille qui a gagné. Je veux dire, on fait beaucoup l'histoire des gagnants et peu l'histoire des perdants. Alors je ne dis pas que cette famille a complètement perdu, mais effectivement elle n'a pas été aussi prestigieuse que d'autres serviteurs de l'État, mais c'est une grande famille de serviteurs de l'État. C'est des gens qui sont extrêmement loyaux à la monarchie, ce qui leur pose des problèmes parce que quand ils deviennent jansénistes, ils sont écartelés entre leur fidélité à la monarchie, à l'Église qu'ils revendiquent et qui vont absolument toujours suivre, et puis ce caractère très dissident, c'est le titre de mon livre, le sous-titre, très dissident,
qui les emmène sur des chemins un petit peu de traverse et ils sont un peu écartelés entre cela. Et donc ça, c'est absolument fascinant. Et puis on a des personnages vraiment étonnant. Le frère aîné d'Angélique Arnauld est extrêmement étonnant. Il finit ermite à Port-Royal alors que c'est un mondain. Il écrit des poésies. Il fréquente tous les salons très mondains. Et bon, c'est un monsieur voilà, qui aime la vie, le monde, et en même temps qui est attiré par la retraite. Donc c'est des gens extrêmement écartelés et c'est très intéressant parce qu'en fait ils sont un peu archétypiques de la modernité et de l'homme moderne, écartelés entre plusieurs options et sans arriver vraiment à choisir les options. Puis il y a le petit frère d'Angélique, le grand Arnauld, qui est un grand théologien de son époque, et c'est lui qui va donner vraiment une impulsion au jansénisme, mais cette fois-ci une impulsion théorique, parce que Angélique Arnauld, elle en reste à la pratique, hein. Ça n'est pas une théoricienne. Elle sait diriger des couvents, elle a vraiment la science des ressources humaines, on dirait, de nos jours. Elle est extrêmement forte, elle a une acuité psychologique assez intéressante, mais elle n'est pas du tout dans la théorie. Voilà, donc voilà ce qui me fascine, et dans cette famille, et dans cette femme. C'est-à-dire qu'en fait, sa famille, c'est son grand-père. Hein. Son grand-père qui voit que ses petits-enfants commencent à se multiplier parce qu'elle a 19 frères et sœurs. Alors tous ne survivent pas, mais enfin, ça en fait beaucoup. Et au bout de 3-4, le grand-père se dit, bon, l'aîné sera marié, l'aîné fille sera marié, puis après, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il faut doter tout ça et les dots des religieuses sont moins importantes que les dots des femmes mariées. Donc pour les autres filles, on choisit le couvent et donc c'est le grand-père qui l'a fait devenir religieuse et l'a fait nommer. Donc elle est formée de manière un peu express et il trouve une abbaye où la mère abbesse accepte donc de donner la survivance de sa charge à Angélique Arnauld. Et la tromperie, c'est que on triche sur son âge. Voilà, on lui donne pratiquement 10 ans de plus. Ce qui aura des conséquences parce qu'elle sera obligée de redemander des lettres de nomination et des lettres de religieuse en avouant que son grand-père a triché. Enfin, voilà, tout ça est un petit peu compliqué, ça va lui créer beaucoup de remords. Voilà, mais ce sont des pratiques de népotisme et de simonie qui ne sont pas inhabituelles au début du XVIIe siècle, qui ont eu cours pendant tout le XVIe siècle, hein, il faut bien le dire. Et si le protestantisme est né, c'est aussi pour essayer de réparer ces abus. Donc c'est pas complètement inimaginable que les Arnauld aient fait ça. Ça l'est un peu moins quand on voit à quel point ils deviennent rigoureux moralement et rigoureux théologiquement, mais sous l'impulsion de Mère Angélique. Disons qu'elle a fait payer à sa famille sa non-vocation et le début de son abbatiale. Voilà. Alors ses motivations, c'est que, bon, voilà, pour moi, elle décide. Elle est enfermée. Hein, il y a beaucoup du confinement. Hein, j'ai commencé à écrire mon livre sous le confinement, donc il y a beaucoup de cela. Bon, elle est enfermée, elle ne peut pas faire autrement, donc bon, il y a quelques rencontres. Et puis il y a aussi la crise de l'adolescence. C'est des choses que dont les historiens ne parlent pas beaucoup. Et moi, je pense que il y a beaucoup de ça aussi, hein, sur le passage à l'âge adulte où elle se dit voilà, je vais prendre ma vie en main et je vais vraiment faire quelque chose de grand. Et qu'est-ce qu'on peut faire de grand? Eh bien, il faut revenir à l'origine des règles conventuelles qui s'étaient beaucoup relâchées. Alors à Port-Royal, bon, il n'y avait plus beaucoup de religieuses. C'était un peu relâché, mais c'était pas un relâchement
dramatique. Les religieuses n'étaient pas en couple, ne vivaient pas en couple, elles n'avaient pas d'enfants comme dans d'autres monastères, mais ça vivotait chacun un peu dans son coin. Donc elle arrive à 10 ans à Port-Royal des Champs, c'est dans la vallée de Chevreuse, c'est perdu, c'est un endroit très isolé, reculé, où les religieuses en plus meurent assez facilement parce qu'il y a du paludisme, enfin bon, c'est quand même pas très agréable. Et ce qu'elle va faire, eh bien, elle va essayer de recruter et surtout de faire vivre les religieuses en communauté. Donc c'est le retour à la communauté. Ce sont des règles alimentaires, elle y tient beaucoup. Il y a énormément de mentions de règles alimentaires, donc non carnées, etc., qui sont en vigueur dans les couvents qu'elle va diriger. Le troisième point, c'est l'assistance aux offices et des offices réguliers avec des chants. Donc l'abbaye de Port-Royal est affiliée au départ à Cîteaux et leurs règles leur dictent de participer aux offices et leur prière, c'est le chant. Voilà, donc elle est très à cheval là-dessus. Et puis la dernière chose, c'est la clôture. Alors la clôture, ça c'est extrêmement important. Il ne faut pas pouvoir rentrer et sortir comme on veut dans un couvent. Donc les religieuses n'ont pas à sortir et les laïcs n'ont pas à y rentrer. Et ça donne le fameux épisode qui est ce qu'on appelle la journée du guichet. Le guichet, c'est la petite grille qui ferme la clôture, où Angélique Arnauld, qui à ce moment-là a 18 ans, interdit à ses parents qui viennent la voir pour lui rendre visite de rentrer dans le couvent. Donc ça veut dire qu'ils vont se voir au parloir, et encore une grille va séparer la fille de sa famille. Et là c'est une scène digne d'un drame cornélien pratiquement, où tout le monde s'évanouit, le père a envie de s'en aller parce que le père finance le couvent, l'a beaucoup restauré, etc. Et donc se dit, mais je ne comprends pas pourquoi ma fille m'empêche de rentrer alors que moi je suis le bienfaiteur. Et elle est quand même pas très à l'aise de devoir désobéir à ses parents. Donc il y a une grande scène, mais c'est une journée qui marque véritablement le rétablissement de la réforme, l'établissement de la réforme et le rétablissement de la règle ancienne dans cette abbaye, et qu'elle va transporter quand elle viendra à Paris au couvent où nous nous situons, enfin en tout cas dans la chapelle du couvent où nous nous situons aujourd'hui. Alors, je pense que vous l'avez compris, Angélique Arnauld est quelqu'un de très entier, elle a un caractère extrêmement fort, et voilà, quand elle a décidé quelque chose, elle ne fait pas dans la demi-mesure, et toute sa vie montre qu'elle a toujours été presque dans l'excès, en tout cas vis-à-vis d'elle-même. Elle est plus raisonnable vis-à-vis des autres et ne leur demande des choses extrêmement dures et exigeantes que quand elle sent que les personnes sont capables de les supporter. Elle est assez juste, je trouve, dans cela. Mais pour elle-même, elle s'impose des choses qui sont extrêmement dures, aussi bien physiques, du point de vue alimentaire, que des privations de sommeil, enfin voilà. C'est des choses très difficiles parce qu'elle essaie de se dompter et de dompter presque sa personnalité. Et François de Sales est un homme beaucoup plus doux et la tempère. Et c'est peut-être ça qui est la chose la plus importante à dire sur leur amitié, parce que c'est une vraie amitié, c'est que François de Sales, à qui elle a demandé de bien vouloir la diriger, Angélique Arnauld aime, vous avez compris aussi, la lumière. Elle aime les personnes importantes, une certaine forme de mondanité. Et elle a tout de suite entendu parler de François de Sales, qui, à son époque, est vraiment considéré comme un saint.
Mais les gens, quand il se déplace et qu'il vient de son diocèse de Savoie, eh bien les gens grimpent sur des échelles dans les églises pour pouvoir le voir, pour entendre ses sermons. C'est un personnage, mais considérable. Hein. Je ne dis pas que c'est une pop star, mais c'est vraiment, il y a un phénomène là vraiment extrêmement intéressant à son égard. Et donc, elle lui demande de venir à Port-Royal des Champs, il accepte, et là, il y a une vraie amitié qui naît entre deux, une vraie admiration de la part de François de Sales et de la part d'Angélique, et c'est réciproque. Et François de Sales la tempère, il la modère, il est tout le temps en train de lui écrire qu'il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas aller trop loin, il faut faire les choses lentement, doucement, et qu'elle n'est pas obligée d'en faire autant pour être sainte et pour faire bien. Voilà. Le malheur, c'est que François de Sales meurt de façon prématurée et ça va la laisser complètement désemparée. Et le malheur aussi, c'est qu'un peu plus tard, elle rencontre quelqu'un qui n'a pas la même intelligence et ne sait pas la réfréner, ne sait pas la modérer, qui est l'abbé de Saint-Cyran. Alors que moi, je juge très négativement. J'ai pas du tout de sympathie pour cet homme qui ne sait pas diriger, s'est dirigé. Alors, on va l'exonérer un tout petit peu de quelque chose, c'est qu'il ne demandait absolument rien à personne et ne voulait pas du tout être le confesseur des religieuses, s'en sentant en fait peu capable. Et c'est vrai qu'il n'a pas su modérer Angélique Arnauld. Et à partir du moment où elle est sous sa direction, les choses commencent à dévier. Oui, c'est elle-même qui utilise ce terme. Alors là, il faut comprendre la persécution. Alors ça, c'est un terme qui a été inventé par les jansénistes. Au moment de l'arrestation de Saint-Cyran par le pouvoir royal, c'est Richelieu qui fait arrêter Saint-Cyran. Alors pourquoi? Je crois qu'il faut le dire aussi. Parce que Saint-Cyran est ami de Jansen. Et il y a deux raisons. Donc il professe des théories sur la grâce qui sont un peu outrées et qui vont se révéler hérétiques ou en tout cas pas très catholiques. Donc Richelieu ne veut pas qu'on reparle de la grâce parce que les protestants l'ont fait 50 ans plus tôt. Il ne veut pas qu'on revienne à des guerres de religion. Donc il veut absolument stopper tout risque d'hérésie avant même que cette hérésie n'apparaisse pratiquement. Donc ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, qui est aussi une raison politique, parce que ce n'est pas réellement des raisons religieuses, c'est que Jansen a eu le malheur de critiquer très fort la politique de Richelieu qui a consisté à s'allier aux princes protestants contre la très catholique Espagne, parce qu'il pensait que l'intérêt de la France était de repousser les Espagnols le plus loin possible des frontières françaises. Voilà. Donc il a fait passer la politique avant la religion, et Jansénus a écrit des pamphlets extrêmement violents contre Richelieu. Donc Richelieu a deux raisons d'en vouloir à Saint-Cyran. Il le fait condamner et enfermer au risque d'en faire un martyr. Il en fait presque un martyr, mais c'est le début donc de la persécution que reprendra à son compte Mazarin, et cette fois-ci pour autre chose, pour poursuivre la politique menée, qui est une politique qui a fait ses preuves sur la scène internationale, et puis aussi parce qu'il est conseillé par des jésuites, et les jésuites en veulent à mort à la famille Arnauld, et ça on l'oublie, et personne ne le dit, et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Les Arnauld ont fait expulser les jésuites
1594. Parce que voilà, il professait des idées régicides et c'était pas le moment que Henri IV se fasse assassiner. Bon, moyennant quoi il s'est fait assassiner un peu plus tard, mais voilà. Donc ils en veulent à mort à la famille Arnaud. Et donc, voyant la persécution autour des Arnaud qui avait débuté sous Louis XIII, sous Louis XIV, ils vont continuer et reprendre ce combat à leur compte. Donc, c'est une vraie persécution qui va se déployer pour Angélique en 3 temps. Le premier temps, c'est la condamnation de phrases tirées des écrits de Jansénus qui seraient hérétiques, qui donnent lieu à des propositions qui doivent être signées dans un qui doivent être condamnées dans un formulaire, et on va demander aux religieuses de signer ce formulaire. Voilà. Alors Angélique n'aura jamais à signer ce formulaire parce que quand on fait signer aux religieuses, on est en 1661 et elle est sur son lit de mort, et eu égard à sa notoriété et à son état, on ne lui a pas fait signer parce qu'il y avait quand même une décence à garder envers une femme qui avait été une si grande abbesse et qui restait une grande figure. Donc ça, c'était le premier temps. Le second temps, c'est la fermeture du noviciat de l'abbaye de Port-Royal, c'est-à-dire qu'ici on a fermé le noviciat et on a expulsé les religieuses qui ne voulaient pas signer. Et ça se fait au moment où Angélique est en train de mourir et sur son lit de mort. Et il y a eu un troisième temps, entre-temps, ça a été l'expulsion des solitaires de Port-Royal, c'est-à-dire qu'au champ, des membres de la famille Arnaud, qui étaient des messieurs, des cousins, des neveux, s'étaient réunis et faisaient des ouvrages intellectuels, traduisaient des pères grecs, les latins, etc. Et bon, on leur a demandé de rentrer chez eux, de ne plus être agglomérés au champ. Donc tout ça, c'est de la persécution, et elle le vit donc depuis qu'elle a 50 ans jusqu'à sa mort à 70 ans. Donc elle vit 20 ans de persécution qu'elle considère finalement comme quelque chose qui doit être surmonté avec beaucoup de foi, parce que plus elle est persécutée, finalement, plus ça veut dire qu'elle est dans le droit chemin, en tout cas. Donc c'est comme ça qu'elle le perçoit. Et finalement, c'est pour elle un signe presque de la grâce de Dieu sur sa famille religieuse. Et elle est très digne, elle fait preuve de beaucoup de courage. Et à chaque fois, elle console les religieuses, notamment les petites filles. Alors, on ferme le noviciat, mais on ferme aussi les petites écoles, les petites filles. Il y a plein de petites filles qui, ici à Paris, vivent dans le couvent parce qu'elles sont placées, mais c'est très habituel à l'époque, elles sont placées par leur famille, qu'elles deviennent ou pas religieuses. Parfois, elles ressortent du couvent et puis on les marie quand elles ont atteint l'âge qui est possible pour qu'elles se marient. Donc, il y a plein de petites filles. Et bien, les petites filles sont là aussi rendues à leur famille. Donc, il y a des scènes assez touchantes où tout le monde pleure et tout le monde s'embrasse. Et voilà. Donc, elle est toujours ferme et toujours très digne en disant que, bon, de toute façon, un jour, la vérité triomphera. Elle ne l'a pas vue, la vérité, triompher, parce qu'elle est morte avant. Dans la première partie de sa vie, elle est abbesse parce qu'on lui a acheté la charge. Elle est abbesse, et puis au moment de la réforme de son couvent, elle finit par rendre sa charge. Elle va renoncer à être abbesse. Manque de peau, la communauté l'élit. Et elle l'élit en continu pratiquement, ce qui est à peu près normal, parce que c'est comme la figure tellement importante de son couvent qu'on comprend pourquoi elle est réélue. Et donc là, l'élection de l'abbesse qui est dans les statuts monastiques n'est
pas une élection factice, c'est une vraie élection, c'est la communauté qui se réunit et qui élit celle qu'elle considère être la plus apte à diriger la communauté. Donc elle est pratiquement abbesse toute sa vie, jusqu'à un âge relativement avancé, et à un moment donné elle est quand même très malade, enfin elle est malade, elle commence à devenir grabataire, ça devient compliqué, et donc bon, elle dit qu'elle ne se représente plus, et elle redevient simple religieuse, et c'est à ce moment-là que sa nièce, Angélique de Saint-Jean, un neveu et d'autres encore, lui disent maintenant il faut écrire sur le jansénisme. On est rentré dans ce temps de persécution, donc il faut gardé la mémoire des origines. Comment est-ce que tout ça est arrivé, comment est-ce que ça s'est créé, quelle est l'origine. Et finalement, c'est ce qu'elle fait, parce que même si elle s'arrête à la mort à l'emprisonnement de Saint-Cyran, eh bien, elle répond à la commande, hein, puisqu'elle décrit les origines et sa propre jeunesse et ce qu'elle a ressenti pendant sa jeunesse. Alors, de sa vie, de ses combats, un enseignement déjà qui concerne l'histoire des femmes, hein. Je fais de l'histoire des femmes. Bon, là, on voit que une petite religieuse peut percer le plafond de verre qui est pour elle la grille d'un couvent et ses murs, parce qu'elle a eu beau rester quand même beaucoup dans son couvent et être une religieuse qui se voulait cloîtrée. On a entendu parler d'elle à l'extérieur, et elle a eu vraiment une grande influence à l'extérieur. Le jansénisme a eu une très très grande influence, aussi bien au XVIIe siècle qu'après, et après la mort de Mère Angélique. Elle a contribué quand même à ancrer dans le royaume de France une manière de concevoir la religion très libre, très détaché du pouvoir, très dissident, hein, et qui, mais c'est une autre histoire, a des conséquences jusqu'à la Révolution française et même est une des causes de la Révolution française. Donc on est vraiment au cœur d'un mouvement souterrain qui est décisif dans l'histoire religieuse et dans l'histoire politique de la France. Donc c'est quand même pas rien que de parler de Mère Angélique Arnauld, parce qu'on est là vraiment à l'origine d'un point crucial, hein, de l'histoire de France. Donc ça, c'est la première chose que je retiendrai. Je retiendrai aussi quelque chose de plus général sur le monde tel qu'il va, l'évolution des choses. Les historiens sont souvent en train de regarder le pourquoi, les causes, les conséquences, etc. Et là, moi, je me suis aperçue que pour un phénomène quand même qui est important, hein, ce jansénisme, finalement, les causes, c'est des causes purement humaines, et l'enchaînement des événements repose sur comment dirais-je, des catégories qui ne sont pas des catégories de géopolitique, hein. On est sur de la jalousie personnelle, sur du ressentiment, sur de l'orgueil parfois mal placé, et on a là vraiment quelque chose qui est vraiment à regarder avec attention, parce que les événements souvent sont faits de chair humaine en réalité, et là on en a un vrai exemple, parce que la persécution du jansénisme doit tout à de la jalousie et de la haine humaine avant d'avoir des vraies raisons politiques, parce que réellement le jansénisme et les débats sur la grâce, je crois qu'il faut aller revoir Pascal pour cela, et la première provinciale, qui est un petit bijou. Pascal est un ami
d'Angélique Arnauld, et même la petite sœur de Pascal, Jacqueline Pascal, est entrée ici au couvent de Port-Royal grâce à la mère Angélique Arnauld. C'est elle qui l'a fait rentrer. Et Pascal est un ami donc des jansénistes, et dans sa première provinciale, il décrit à quel point ce problème de la grâce est un problème en fait dérisoire, puisqu'il met en scène plusieurs religieux à qui un quidam va demander alors pour vous qu'est-ce que c'est que la grâce, et tous les religieux donnent une définition différentes, donc il n'y en a pas deux qui donnent la même définition. Donc il dit mais finalement il n'y a pas de définition et toutes les définitions sont bonnes puisqu'il n'y en a pas une unique, donc je ne vois pas pourquoi on persécute les jansénistes. C'est ça la réponse. Donc on est dans des débats qui sont complètement ubuesques, même pour l'époque, qui n'intéressent qu'une poignée de théologiens de la faculté de théologie de la Sorbonne et qui ont eu un retentissement mondial, parce que le jansénisme a dépassé les frontières du royaume de France. Et puis le troisième, peut-être le troisième enseignement, c'est ces parcours de famille qui sont très paradoxaux. Parce que la famille Arnauld, c'est Angélique Arnauld, vous voyez que c'est des gens qui ont une grande personnalité, mais c'est des gens qui, comme je le disais tout à l'heure, sont tiraillés entre leur fidélité aux Bourbons et puis cette dissidence religieuse qui les amène à être quasiment des frondeurs, ce qui ne sont pas par essence. Et donc on a à la fois des personnes qui vont être persécutées, Angélique Arnauld par ricochet, quoique on révère toujours l'abbesse réformatrice, et donc la persécution envers elle gardera toujours des limites et il y aura toujours des freins à cette persécution envers elle, et puis, mais pas envers le grand Arnauld, son petit frère. Et puis elle a un neveu qui est quand même Arnauld de Pomponne, qui est ministre des Affaires étrangères sous Louis XIV. Quand même un paradoxe, on persécute les jansénistes, mais le Pomponne, qui est aussi janséniste, il devient ministre, et sa fille épouse un Colbert. Donc on est quand même là dans une famille qui est proche du pouvoir et proche vraiment du soleil dans tous les sens du terme. Donc voilà, c'est cette complexité finalement humaine qui est extrêmement importante et que Angélique incarne de manière, je crois, très forte. Et finalement, c'est un personnage, je trouve, extrêmement attachant et très touchant, parce qu'on la voit comme Philippe de Champagne l'a portraiturée, donc cette femme très digne, avec un visage sévère. Et puis finalement, il y a quelque chose de tellement beau et tellement bouillonnant au fond d'elle qu'elle touche, je pense, celui qui s'intéresse à elle, et j'espère qu'elle saura toucher les lecteurs.